Bonjour, Paul Feudel, je suis directeur des rédactions des magazines France Snacking et Honoré le Mag. Donc nous avons un stand sur le salon et j'accueille aujourd'hui trois profils de boulangers. La question du jour est de savoir un petit peu, la boulangerie a été malmenée ces dernières années et elle trouve un nouvel élan à travers de nouvelles activités, la restauration rapide, mais aussi d'autres types de commerces. Le but aujourd'hui, c'est d'interroger des professionnels pour savoir comment ils se sont emparés du phénomène, de quelle manière ils lisent le marché aujourd'hui et quelles sont les solutions qu'ils apportent. Alors, je vous présente rapidement nos trois intervenants. Nous avons donc trois boulangers, trois parcours différents et trois maisons différentes. À ma gauche, Sébastien Covelli. Son père a racheté une boulangerie en 1984 qu'il a rebaptisée Maison Covelli. Depuis, Sébastien dirige 5 boulangeries à Beauvais, en région parisienne. À sa gauche, nous avons convié pour cette table ronde la fille de la créatrice d'une boulangerie célèbre à Milan, italienne. La boulangerie s'appelle Maria Marinoni. Nous l'avons dans la salle, la fille de la fondatrice, pardon, et sa fille, Giuliana Manucci, qui représente la maison aujourd'hui. Donc c'est une boulangerie à Milan, plus 4 concepts de restauration rapide qui ont été créés depuis l'année dernière. Donc une belle maison aussi à Milan qui a toute une histoire, puisque c'est une génération de boulangers, et elle nous en parlera après. Et pour finir, nous avons Pascal Cantenot, qui a rejoint son papa dans les années 90 pour créer La Panière, qui est un réseau de boulangeries aujourd'hui qui compte 35 boutiques en Savoie et Haute-Savoie. C'est un petit réseau qui fait aujourd'hui 34 millions d'euros de chiffre d'affaires et un réseau de boulangers qui a su écouter son marché aussi et évoluer. Il nous en parlera tout à l'heure. Alors, donc, 3 profils. Un réseau de boulangerie, un réseau d'artisans boulangerie à Beauvais et puis une boulangerie à Milan. Alors je vais peut-être commencer par vous, Pascal Cantenot. 84, ça remonte à un petit peu de temps. La boulangerie avait été créée à l'époque, enfin en tout cas La Panière. Comment depuis un peu plus de 20 ans avez-vous vu évoluer le marché et de quelle manière La Panière s'est développée en miroir à ce marché ? J'ai ouvert la première panière en 93, sur un modèle de boulangerie assez classique. Mais déjà avec l'envie d'avoir une organisation moderne. Je voyais bien que déjà, il y a 20 ans, il y a 25 ans, les professionnels avaient du mal à recruter. On avait du mal à attirer des boulangers, des pâtissiers. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait qu'on trouve aussi des solutions pour produire dans de meilleures conditions. Ensuite, je dis souvent, on a changé de produit, puis aussi on a changé d'emplacement. Les produits ont évolué. On faisait déjà des sandwichs il y a 25 ans, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en province, les espaces petite restauration sont arrivés bien après Paris. Et moi, j'ai attaqué en 2005 mon premier magasin avec espace petite restauration. Et puis aujourd'hui, on est quasiment 80% de nos magasins ont ces espaces petite restauration. Et puis, bien sûr, on s'est développé, mais on a aussi repositionné nos magasins parce que derrière les ouvertures, il y a eu plusieurs sessions, fermetures, qu'on a fait au fil de l'eau, donc on n'a jamais eu de plan social à faire. Mais il y a des lieux qui étaient valables il y a 15-20 ans qui ne le sont plus aujourd'hui. Et inversement, on s'est positionné sur les flux. Voilà. Ça veut dire que la boulangerie d'aujourd'hui, il faut qu'elle soit agile et qu'elle sache, dans la mesure du possible, en tout cas on développe un réseau, se greffer où sont les flux et savoir, quand ça ne marche pas, pouvoir fermer pour aller rouvrir ailleurs. Clairement, je dirais que ce serait trop facile si un métier ne bougeait pas. Je dirais la boulangerie, comme les autres métiers, doit savoir évoluer. Sébastien, artisan boulanger depuis le début, toujours aujourd'hui à travers 5 boulangeries. Quelles sont les difficultés finalement que rencontre le boulanger ? On l'a dit,
Aujourd'hui, les Français mangent moins de pain et de moins en moins, en tout cas plus sous la forme traditionnelle ou ancienne. Comment est-ce que vous, artisan boulanger, vous avez vu évoluer ce consommateur et de quelle manière vous lui avez répondu? Oui, on l'a vu évoluer parce que la consommation de pain a baissé, mais en contrepartie, on a vu la part du snacking augmenter. Du coup, on a valorisé les produits panifiés. Le pain, on l'a retransformé dans toutes ses formes, avec des nouveaux goûts et pour l'agrémenter avec du salé. Après, on a vu aussi une grande tendance qui est arrivée sur le petit déjeuner. Du coup, ça a permis de relancer la gamme de viennoiserie avec des formules avec café emporté, puis pour l'après-midi, un goûter, une boisson chaude ou boisson froide. Mais finalement, évoluer et faire évoluer votre offre, est-ce que c'est finalement une réaction au marché, à la concurrence, ou finalement une réponse à vos consommateurs qui vous demandent autre chose? Est-ce que finalement il faut anticiper, ou est-ce que vous réagissez à la concurrence qui devient de plus en plus importante? Un petit peu des deux. On regarde un petit peu ce que la concurrence fait. Et de toute façon, la concurrence, il en faut. Ça permet de se recentrer un petit peu, de se réorganiser, et puis de recréer des nouveaux produits, une nouvelle offre, et toujours plus percutant et surtout pas de s'endormir. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Juliana, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes, quelle est l'histoire de votre maison rapidement, de comprendre un petit peu vous en Italie, comment est consommé le pain, est-ce que finalement il y a des parallèles qu'on peut faire avec la France, et comment la maison familiale qui s'est développée de génération en génération a évolué. Donc la famille Marinoni, c'est une famille de boulangers qui naît en 1903 en Italie, à Como, à Varese, et puis avec les grands-parents. Puis en 1950, Maria Marinoni, c'est ma mère, elle arrive à Milan. Elle a ouvert au fil des ans 35 magasins, toujours à Milan, qui sont de boulangerie, mais à peu près en 1940, on a vu la nécessité et la nouveauté d'introduire à côté de la boulangerie aussi la cafétérie. Maintenant, en Italie, à Milan surtout, c'est une chose naturelle, c'est normal avoir la cafétérie dans la boulangerie. Mais au temple, c'était on prévenir le temple. C'était une chose nouvelle. Puis, au fil des ans, on a vu la nécessité d'introduire aussi la gastronomie. La gastronomie avec les plats, les viandes, les poissons, les légumes, car c'était la demande de la clientèle pour satisfaire la clientèle et couvrir aussi tous les moments de la journée avec cette formule. Puis, grâce à ces pardonnez-moi que je me note, grâce à cette large gamme de produits, on a pu, en effet, les brands de Maria Marinoni participer à Expo 2015 avec un espace particulier et couvrant complètement la demande des clientes. On a appris une chose à Expo 2015, c'est-à-dire répondre à celle qui était la question d'Expo, c'est-à-dire si était possible de garantir une alimentation saine, suffisante et durable pour toute l'humanité. Alors, Maria Marinoni a ouvert un nouveau brand de gastronomie. C'était une gastronomie pas traditionnelle, mais particulière. C'est une cuisine naturelle. C'est un brand qui s'appelle Rose by Mary. Rose by Mary, c'est un... je dois terminer. Non, Juliana, je reviendrai dessus. Je voulais juste déjà, à travers votre présentation, on comprend finalement
que la maison a beaucoup évolué. Nous, en France, il y a un vrai dilemme qui est posé aux boulangers, enfin en tout cas une vraie question que se posent beaucoup de boulangers, c'est jusqu'où doit aller le boulanger et est-ce que finalement le boulanger demain sera restaurateur? Vous avez témoigné que finalement on peut garder son âme de boulanger et faire une autre activité. On produit toujours les pains. Si vous voulez, on peut faire un exemple sur les chiffres d'affaires. Nous produisons le 21% de pain, puis à peu près le 24% de produits du four, mais la gastronomie, c'est le 25% de notre chiffre d'affaires. Donc vous, ça ne vous pose pas de problème aujourd'hui de dire que vous êtes boulanger, mais que vous êtes aussi restaurateur? Oui. C'est ça, absolument. Bon. Pascal, peut-être votre point de vue là-dessus, c'est de se dire, on a évoqué, Guliana a laissé entendre que leur préoccupation, c'était de couvrir tous les moments de consommation de la journée. Jusqu'à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le boulanger était surtout ouvert au moment du soir ou du matin pour la croissanterie et la boulangerie. Finalement, aujourd'hui, ces moments de consommation, on y répond comment et comment on les attaque? Est-ce qu'il faut construire des offres particulières? De quelle manière vous avez, élaboré votre proposition? Aujourd'hui, de toute façon, on vend plus de pain l'après-midi et le soir que le matin. Ça, c'est quand même un changement des modes de consommation. Je pense que, vu qu'on cuit du pain toute la journée, les gens rentrant moins déjeuner à la maison achètent du pain frais pour le soir qu'ils gardent pour le petit déjeuner. Nous, c'est vrai que Sébastien l'a dit, le petit déjeuner arrive en province particulièrement. Les gens prennent de plus en plus le petit déjeuner extérieur. Donc c'est un marché assez intéressant pour nous. Et puis, et de plus en plus aujourd'hui, le moment du goûter. Et je pense qu'on fait tous un travail à ce niveau-là parce que le côté goûter, salon de thé est quelque chose qui se développe. Et ça veut dire que quand on décide d'attaquer le moment du petit déjeuner, est-ce que finalement c'est se poser de nouvelles questions, c'est revoir complètement son offre, adapter ou mettre en place des formules? Comment est-ce que finalement on arrive à créer un levier sur ce créneau de consommation? Bien sûr, des formules. Regardez l'explosion du jus d'orange frais. On rentre tous aujourd'hui, on achète des quantités d'oranges incroyables pour les petits déjeuners. Ça, c'est vraiment un marqueur nouveau. Ça, dans ma région, ça a 2 ou 3 ans. Et ça a eu une envolée incroyable. C'est typiquement pour le petit déjeuner, quoi. Donc finalement, vous avez équipé l'ensemble de vos 35 magasins bien sûr. De machines pour fabriquer du jus de fruits, mais c'est aussi s'équiper de machines à café, c'est aussi packager et faire des offres menus du matin, non? Enfin, des formules matin. Clairement, des offres au petit déjeuner, bien sûr, la machine à jus d'orange, mais aussi les machines à café. Les marchands de café, aujourd'hui, on est leur plus gros client. La ventilation de Juliana a montré comment se répartissait son chiffre d'affaires. Vous, le snacking, la petite restauration, le petit déjeuner, c'est quel pourcentage de l'activité? Aujourd'hui, global, c'est plus de 50% de notre business. Donc le reste étant le pain et de la viennoiserie? Absolument. Le pain est tombé malheureusement à 25-26%. Et puis il reste la pâtisserie et un petit peu la viennoiserie. Sébastien, vous vous posez aussi depuis un certain nombre d'années, sur ces années récentes, un certain nombre de questions pour séduire votre clientèle. Vous sentez que parfois, sur certaines boutiques, il y a une petite érosion liée à la concurrence. De quelle manière vous y répondez et quelles sont les questions que vous posez aujourd'hui? Nous, on voit comme que le marché se développe vers le snacking, le salé. Et du coup, nous, on est en train de voir pour modifier nos magasins pour vraiment accueillir les gens sur place aussi. Parce que c'est une demande qu'on commence à ressentir. Et vu qu'on est dans une petite ville, on voit aussi que les gens, le soir, aimeraient aussi avoir une petite offre de restauration chez eux. Du coup, c'est tout nouveau. Là, depuis 3 mois, on a embauché un cuisinier traiteur pour développer toute cette partie entrée chaude et plats chauds à réchauffer à la maison. Vous disiez que les clients
attendent ce type de produit. Ça sous-entend qu'il faut aussi les accueillir et les asseoir. Pendant qu'il y a encore une vingtaine d'années, les boulangeries n'avaient pas de place assise. Ouais. C'est-à-dire que là, vous réfléchissez à une reconfiguration des boulangeries pour accueillir. Ouais, on va retravailler un petit peu, bah oui, parce que le marché a complètement changé. On vend moins de pâtisseries, du coup les vitrines, les espaces de vente sont beaucoup trop grands et le snacking, vu que c'est essentiellement le midi, après les vitrines sont vides. Du coup, on va disposer différemment la zone de chalandise et pouvoir créer les places assises où le client peut s'asseoir un quart d'heure, 20 minutes pour déjeuner sur place. Et c'est l'équivalent de combien de places assises que vous mettrez On vise entre certains magasins entre 20 et 30. Et est-ce qu'au niveau de l'offre, au sens propre du terme, vous sentez aussi qu'il y a un besoin de la clientèle, d'une offre renouvelée? On parle beaucoup de végétal ces derniers temps, on parle beaucoup de traçabilité, on parle beaucoup de... Est-ce que finalement ça fait partie de questions que... Voilà, nous, oui, on regarde, parce qu'on est proche de Paris, mais on est encore en Picardie, et on est plus terroir. Donc nous, on est plutôt une démarche sur tout ce qui est produit bio, surtout le pain bio. Toute notre gamme de pains spéciaux, on fait essentiellement du bio. Et donc une traçabilité... Voilà, on travaille avec notre meunier ensemble, et puis avec un producteur local à côté de chez nous. Et puis comme ça, il y a vraiment un échange producteur et fabricant. Juliana, je reviens vers vous. Vous laissiez entendre que votre démarche a encore évolué, puisque en dehors de cette boulangerie centrale à Milan qui propose de la gastronomie, du pain et de la petite restauration, vous êtes posé la question de savoir aussi, c'est vrai qu'en Italie, c'est l'Italie qui est le berceau du mouvement slow food et de la réflexion de ce qu'on donne à manger à ses consommateurs. Comment est-ce que vous avez vu arriver ce mouvement-là et de quelle manière vous y avez répondu ? On a entendu la nécessité d'une cuisine, comment j'avais dit, naturelle, plus simple, pour les clientes qui demandaient à manger quelque chose de plus sain. À emporter, mais aussi sur place. Sur place. Et on a créé cette cuisine, que c'est une cuisine qui préfère les aliments non préparés, la cuisson à vapeur, pot de sauce, pour garder la qualité des produits autant que possible. Et on préfère des légumes, des produits biologiques ou des fermes locales biologiques. Et à cette propos-là, on a fait un très beau projet avec une ferme dans la périphérie de Milan, cet agrivis. Et c'était un très beau projet car cet agrivis est destiné à l'insertion de personnes défavorisées qu'on produit en tout exclusif pour nous. C'est une chose très intéressante. Donc cette enseigne s'appelle Rose by Mary. Le local s'appelle Rose by Mary. C'est on l'a nommé comme ça pour faire comment on dit, un clin d'œil. Un cadeau à notre mère. À notre mère, moi qui m'occupe de la partie administrative et ma sœur qui s'occupe elle est architecte, donc il s'occupe des lieux. Et on fait une translation du terme roumarin en anglais. Elle est devenue Rose by Mary, c'est-à-dire une rose à Marie. Et est-ce que finalement dans ces points de vente, vous continuez de fabriquer du pain ou plus du tout ? Oui, dans le grand point de vente qu'on a, nous avons une quarantaine à peu près d'employés avec la pâtisserie, la cuisine et la boulangerie. Et la boulangerie. Et on produit toujours le pain. Le pain aussi pour les trois autres points de vente qui sont nés avec les noms de le brand Rose by Mary. Et le fait d'être devenu aujourd'hui restaurateur, les clients ne vous en portent pas rigueur parce que vous restez quand même un artisan. Le client l'accepte réellement ou est-ce qu'il arrive à comprendre? Oui, nous avons beaucoup de clients qui on mange toujours dans la période, dans les heures de la
comment on dit, Du déjeuner. Du déjeuner, oui. Et puis, on a cherché de faire des autres formules pour couvrir tous les autres moments de la journée. Pascal Cantenot, quand on fabrique des produits snacking, quand on devient de plus en plus restaurateur, est-ce que finalement on remet en cause son modèle de boulangerie? Est-ce que finalement ça demande de concevoir les magasins différemment ou l'organisation différemment? Puisque vous avez initialement vous fabriquiez au sein de chacun des magasins et puis après à un moment vous avez construit un labo que vous allez agrandir bientôt. Est-ce que finalement ça demande une réorganisation et de la logistique et de l'organisation? Personnellement, j'ai fait le choix de rester sur une offre très boulangère. Chez nous, il n'y a pas de plat cuisiné. Donc, tout le pain, la pâtisserie, la viennoiserie sont faits dans notre labo central. Et par contre, tous les sandwichs, les salades sont faites en ultra frais dans chaque magasin. Donc, moi, j'ai pas tellement eu à changer mon modèle parce que j'ai fait ce choix de rester, d'avoir une offre quand même très, très boulangère. Alors si, oui, une salade, c'est pas forcément de boulanger, mais j'essaye de rester dans l'ultra frais. Voilà. Et le fait, on entend de plus en plus en tout cas, les boulangers qui sont un peu progressistes et qui regardent vers l'avenir ont tendance à intégrer de plus en plus des profils qui peuvent être boulangers, mais aussi cuisiniers. Est-ce que finalement, c'est une réflexion que vous menez? Est-ce que si on se projette dans 5 ou 10 ans, le boulanger ne sera pas obligé de sortir de sa tenue pour en adopter une autre? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que c'est une question de lieu et d'offre. Moi, j'ai toujours cru à la lisibilité de l'offre. Je suis resté là-dessus. Mais bon, il y a d'autres modèles qui sont partis dans d'autres voies et qui réussissent bien. Mais voilà, moi, je suis resté là-dessus, donc j'ai du mal à me projeter sur un autre modèle. Sébastien, vous disiez, vous, tout à l'heure, que vous allez embaucher ou vous avez embauché un profil de cuisinier. C'est nouveau dans l'organisation d'une boulangerie d'avoir ce type de profil. Est-ce que ça pose des problèmes d'intégration? Est-ce que ça peut poser de nouvelles questions d'organisation? Non, ça a été justement un accélérateur pour nous de compétences, parce qu'aujourd'hui, on est boulanger et pâtissier, et nos compétences en matière de cuisine salée sont quand même assez limitées. Et là, du coup, ils nous amènent de nouvelles saveurs. Nous, ça nous permet justement de créer des nouveaux pains pour assembler ces nouvelles garnitures de sandwich qu'on n'aurait pas osé faire, et d'associer des parfums qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc finalement, ça a du bon. Est-ce que ça implique aussi que le métier doit s'interroger sur la manière dont on va le former demain pour intégrer ces nouvelles compétences? Ça dépend où on se situe, comme l'a dit Pascal, mais nous, on est une petite ville un petit peu terroir, et c'est vrai que nous, on a cette demande-là de plats cuisinés et d'entrées chaudes. C'est vraiment une demande qu'on a. Je voudrais juste vous faire réagir aussi sur un point. Il y a un cabinet qui réalise chaque année une étude, le cabinet CHD Expert, et qui laissait entendre qu'aujourd'hui, plus de 90% des boulangers proposent des offres menus. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en dehors de proposer un sandwich, il faut lui associer un certain nombre de produits périphériques qu'aujourd'hui les Français veulent manger de manière forfaitaire, on va dire? Est-ce que, Pascal, vous avez plusieurs menus sur chacun des moments de consommation? Il faut l'organiser, cette offre? Ah, bien sûr, oui, aujourd'hui c'est une demande, je pense, assez universelle de la clientèle. Donc oui, on est parti bien sûr avec les formules de midi, à peu près 3 formules. Et puis depuis quelques années, des formules petit déjeuner. Et puis on arrive tranquillement aussi sur 1 ou 2 formules goûter. Oui. D'accord, donc il faut stimuler la demande et la rendre lisible à travers des offres packagées. Absolument, oui. Sébastien, également des offres menus. Et sur le petit déjeuner, vous allez aussi mettre en place des offres menus? Oui, on a déjà commencé avec la formule classique, le café croissant, pour stimuler un petit peu plus la viennoiserie. Qui est à quel prix? À 2 €. D'accord. Et puis là, dernièrement, on a créé pour le goûter avec une canette et puis soit un muffin ou une viennoiserie pour la sortie des classes. Juliana, est-ce que finalement, aussi dans vos points de vente, est-ce qu'en Italie, on a une demande de manger des formats de repas packagés, c'est avec la boisson, le dessert?
le sandwich, ou est-ce que les gens ont tendance à manger les produits séparés? Est-ce que vous faites des menus? Est-ce qu'il y a des menus dans Non, les nous restaurants? n'avons pas de menu car, en effet, surtout dans le point de vente le plus grand, c'est vraiment grand. Alors, on peut prendre ce qu'on veut de la pâtisserie, mais pour le déjeuner aussi, le self-service, mais aussi le pizza. Donc, chacun peut choisir ce qu'il désire. On n'a pas de menu préparé. Et est-ce que finalement sur votre boulangerie-restaurant principale, vous travaillez aussi l'offre de l'apéritif? Parce qu'en Italie, Oui. c'est une culture, c'est une culture, mais en France, ça arrive aussi. Oui, oui. On a le happy hour, la formule, et on cherche, nous cherchons maintenant de agrandir cet moment de la journée, par exemple offrant un grand buffet avec des cocktails et une animation musicale en direct pour attirer la clientèle. On va terminer peut-être sur cette question. Est-ce que finalement l'apéritif est aussi un créneau sur lequel les boulangers ont une réponse à apporter? Sébastien disait que le moment du repas du soir est un moment à travailler pour que les gens rapportent ça. Est-ce que finalement l'apéritif en est un autre? Oh ben sûrement, sûrement. Je pense qu'il y a pas mal de produits qui peuvent être développés pour l'apéritif, mais on n'en est pas encore à l'apéritivo de Milan. Hein. Sébastien? Ouais, après, ça dépend aussi. On se situe une petite ville. L'apéritif, c'est vrai que j'y ai réfléchi, mais je pense pas qu'il y ait le potentiel. Très bien. Donc à travers ces 3 démonstrations, on a pu ressentir que le métier du boulanger avait fortement évolué et allait évoluer encore, qu'il y avait un certain nombre de solutions qui existent pour dynamiser les ventes et compenser la perte d'activité liée au pain. Mais il y a aussi, on nous a démontré aussi que le pain était toujours mangé, mais d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on mange à travers des sandwichs et on peut en faire bien d'autres choses. Donc un certain nombre d'exemples, un certain nombre de démonstrations. On va peut-être laisser 2-3 minutes s'il y a 1 ou 2 questions dans la salle. Ou alors on a été tout à fait complet, c'est le cas. En tout cas, merci Juliana, merci Pascal, merci Sébastien pour ces témoignages. Et puis je vous invite, il y a une intervention après de Magali Poulaillon, un réseau fort connu en Alsace et qui se développe aussi très bien. Au plaisir et puis profitez par la suite de ce fabuleux salon qui est européen. Merci.